Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du magazine T'as vu, le magazine des étudiants en journalisme de l'Université catholique de Lille. Aujourd'hui au sommaire, nous allons parler de la nouvelle plateforme d'admission post-bac Parcoursup et nous verrons en quoi les universités sont plus sélectives. Nous irons à la découverte d'un atelier de réparation de vélos solidaires. Nous parlerons ensuite du concours Lille & New qui est organisé par l'Université catholique de Lille et ensuite nous parlerons des bonnes résolutions en sport de l'année 2018. Le site Admission Post-Bac a fait beaucoup parler de lui l'année dernière. En 2018, il a changé de nom, il s'appelle Parcoursup, mais il semblerait qu'il ne fasse pas que des heureux. Un reportage de Julia et Juliette. Cette semaine, la nouvelle plateforme d'admission Post-Bac a ouvert. Cette dernière permet aux futurs bacheliers d'y rentrer leurs vœux d'orientation, mais cette année, un dossier doit être rempli, même pour les filières non sélectives. Au Salon de l'étudiant de Lille ce week-end, les avis divergent. Il faudrait qu'il y ait un peu de sélection en fait, dans le sens où il y a beaucoup d'élèves qui sont mal orientés, il y en a d'autres qui n'ont pas le niveau. Je pense qu'il doit y avoir une sélection qui doit se faire, mais de manière la plus transparente possible en fait. Comme vous disiez, il y a des soucis peut-être au niveau de APB, enfin Parcoursup, donc peut-être ne rien cacher et vraiment tout dire. Et là, la sélection serait à mon avis beaucoup plus juste. Justement, après ça permet aussi d'avoir des groupes plus limités aussi, parce que si on fait une libre entrée à tout le monde, après on a des classes énormes et ça c'est pas ça. Par exemple, avoir une classe avec par exemple 300 personnes, moi je trouve ça pas correct. Je suis pas du tout expert en la matière, mais j'ai juste l'impression que dans tous les cas il n'y a pas suffisamment de place dans les universités par rapport à la demande et que ce qu'on fait avec les systèmes de sélection des étudiants, c'est qu'on essaie de trouver des bricolages pour donner l'impression que ça ne déborde pas et de faire en sorte qu'il y ait des gens qui finalement n'entrent pas et pour contenir cet effectif qui est trop important par rapport aux places disponibles. Cette mesure a été prise suite au trop-plein de candidatures dans certaines filières en 2017. Les filières non sélectives à l'université pourront ainsi regarder les dossiers des candidats en attente quand les demandes seront trop importantes. Les universités se préparent à ce nouveau processus. Est-ce que nous allons être un ou plusieurs à regarder l'ensemble des dossiers? Est-ce que nous allons nous répartir? Comment nous répartir les dossiers? Et surtout, comment avoir la même méthode pour lire ces dossiers? Donc au jour d'aujourd'hui, comme c'est un peu la découverte aussi pour le monde enseignant, eh bien je pense qu'il va falloir attendre un petit peu une première année d'expérience et que peut-être l'an prochain, au vu de cette première année, eh bien peut-être que les équipes seront peut-être moins demandeuses de la totalité des pièces et qu'elles ajusteront. Les pièces demandées dans ces dossiers diffèrent selon les filières. Alors, c'est très variable d'une filière à l'autre. Donc là, j'ai des retours actuellement des enseignants qui prennent soit l'ensemble des pièces, soit une partie des pièces. Donc il faudra que l'élève vérifie bien, effectivement, ce qui est demandé par les équipes enseignantes. Mais la plupart du temps, la majorité des pièces sont demandées. C'est un peu nouveau aussi pour nos enseignants des filières licences. Et oui, je peux confirmer qu'ils vont certainement regarder l'ensemble des pièces. L'étude des dossiers est supposée éviter les tirages au sort jugés injustes, mais cette nouvelle méthode risque une nouvelle fois de faire des déçus. Et pour parler avec moi de cette nouvelle plateforme, Juliette m'a rejoint sur le plateau. Bonjour Juliette. Bonjour Chloé. Alors Juliette, pourquoi a-t-on changé la plateforme APB? Alors le problème c'était le trop-plein de demandes et le manque de place à l'été 2017. Du coup, le gouvernement a créé cette nouvelle plateforme Parcoursup. Et puis il y avait également une polémique l'année dernière, l'été, quand les demandes étaient trop importantes, une polémique au sujet des tirages au sort qui avait été fait en dernier recours. Et les futurs étudiants avaient trouvé ça assez injuste. Et donc, on parle de polémique par rapport à l'année dernière, mais il semblerait que là, il y ait une nouvelle polémique qui est en train de se créer autour de la nouvelle plateforme. Effectivement. En fait, cette polémique concerne le dossier qui est demandé, quelle que soit la filière à laquelle vous souhaitez candidater, qu'elle soit sélective ou non. Donc, ça concerne à la fois les classes prépa, les BTS, mais également les licences à l'université qui, à la base, étaient ouvertes à tout le monde. Du coup, les universités comptent regarder ces dossiers lors des procédures complémentaires pour éviter de se tourner vers le tirage au sort qui était jugé injuste. Du coup, ça pose
un souci pour certains lycéens. Par exemple, si vous êtes, admettons, un lycéen en terminale ST2D et que vous souhaitez vous orienter dans une filière peut-être plus généraliste en licence d'histoire, finalement, qu'est-ce que va regarder l'université? Est-ce que l'université va regarder plutôt votre bac ou votre motivation? Vous voyez, ça pose pas mal de questions, aussi bien du côté des lycéens que du côté, donc, comme on l'a vu, des professeurs. Oui, c'est encore un peu flou, qui ne savent pas encore sur quoi se baser pour sélectionner. Et est-ce que vous pouvez rappeler les dates pour déposer sa candidature? Bien sûr. Alors le 22 janvier, c'est le début des inscriptions, avec 10 vœux au total. Ça a changé parce qu'avant, il y en avait un peu plus de 20. Il n'y a plus de hiérarchie non plus, donc plus de classement. Le 13 mars prochain, c'est la fin des vœux, donc il faudra vous y prendre assez rapidement. Puis du 14 au 31 mars, donc les dossiers sont à compléter sur la plateforme. Et vous avez donc les 3 phases d'admission qui commencent à partir du 22 mai. Et en même temps, ça c'est une nouveauté également, la procédure complémentaire, si jamais vous êtes refusé, ouvre aussi le 26 juin pendant les phases d'admission normales. Ce qui est nouveau et ce qui annonce, je pense, un certain problème au niveau de la demande, encore une fois. On espère que ça marchera quand même cette année. Merci beaucoup Juliette d'avoir répondu à nos questions. Nous allons passer à un tout autre sujet. Gary est parti à la découverte d'un atelier de réparation vélo solidaire, une idée qui séduit de plus en plus de personnes. Un reportage de Gary et Camille. C'est ouvert à Lille l'atelier de réparation de vélos Les Jambes du Nord. Après s'être installée dans les locaux de la Maison régionale de l'environnement et des solidarités, puis à Oisem, elle pose ses quartiers début 2016 à Saint-Maurice-Pelvoisin. Les Jambes du Nord, c'est une association qui se veut collaborative et puis qui travaille un petit peu le réemploi. Donc le principe, c'est qu'on a ouvert un atelier avec un outillage qui est quand même pas mal sophistiqué pour la réparation du vélo. Et on a également un stock assez important de pièces détachées qui ont été récupérées par le démontage des vieux vélos qu'on nous a donnés qui n'étaient plus réparables. Et donc, tout cet environnement-là est à la disposition des adhérents, donc ils peuvent venir ici pour réparer leur vélo, en développant un esprit un petit peu collaboratif. Donc ça veut dire que quelqu'un qui vient, il ne faut pas qu'il hésite à aider le voisin qui n'y arrive pas bien. Voilà. Et la recette marche. Depuis sa réouverture début 2016, les Jambes du Nord comptabilisent plus de 500 adhérents pour une quinzaine de bénévoles et près de 1000 passages à l'année à l'atelier. Fort de ce succès, l'association a pu embaucher. Actuellement, il y a une personne salariée ici, mais qui est une femme qui est diplômée en matière de mécanique vélo. Un rapport de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, datant de septembre 2017, propose de surprenantes conclusions. Grâce aux ateliers vélo, les membres parcourraient à bicyclette 340 km de plus par an qu'avant leur inscription. En prenant en compte les effets positifs sur l'environnement, affirme le rapport, sur la santé ainsi qu'en prenant en compte l'accidentalité et l'exposition à la pollution, le bénéfice pour la collectivité est de l'ordre de 1,16 € par kilomètre parcouru à vélo pour un financement public de 10 centimes d'euros. L'idée c'est ça, c'est que si en termes de rentabilité stricte, alors on peut considérer que les ateliers c'est pas très rentable financièrement, mais c'est vrai qu'en termes de service à la fois social et environnemental, il y a vraiment un service donné, quoi. Et donc pour 1 € investi, il y a pas mal d'euros qui sont récupérés. Alors les chiffres de l'ADEME, ils sont intéressants, c'est de l'ordre de 1 à 10. Mais bon, peut-être discutable, mais en tout cas le montage il est intéressant pour montrer qu'il y a vraiment un plus dans la mise en place de ce type d'atelier. Avec une affluence croissante à l'atelier, les Jambes du Nord nécessiteraient des locaux plus spacieux. Trouver des locaux de ce type-là, mais ailleurs, parce que le rayonnement d'un vélo, d'un atelier comme celui-ci, c'est à peu près 2 km. Au-delà, les gens ils viennent plus. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir trouver des locaux de ce type-là, mais à distance, pour développer l'activité ailleurs. Un atelier qui repose aussi sur une démarche d'ouverture à la gente féminine. Cet atelier s'est construit aussi dans une démarche féministe, tant chez les bénévoles que chez les adhérents. Enfin, si on sépare les deux, il y a toujours une proportion équivalente. Pour bénéficier de ces services, les Jambes du Nord sont ouverts le mardi, jeudi et vendredi soir, ainsi que le samedi matin. Plus d'informations sur leur site internet. Pour parler de l'atelier solidaire, Gary est avec moi. Bonjour Gary. Bonjour Chloé. Alors Gary, on
on peut s'inscrire à cet atelier. Et pour s'y inscrire, combien doit-on payer? Alors c'est simple, il y a deux tarifs. Le tarif normal à 15 € par année et un tarif pour les étudiants et les bénéficiaires des minima sociaux à 10 €. D'accord, donc il y a vraiment, comment dire, il y a deux tarifs proposés. Voilà, deux tarifs proposés pour rendre l'accessibilité plus facile. Et cet atelier, est-ce qu'il existe dans d'autres villes? Alors oui, il existe dans d'autres villes, pas forcément dans le réseau des gens du Nord, mais on en compte maintenant plus de 200 dans toute la France. À savoir qu'en 2005, il y a 12 ans, on en comptait seulement 6 ateliers. Donc il y a eu une croissance exponentielle du nombre d'ateliers un petit peu partout sur le territoire. Et j'aimerais revenir sur quelque chose dont vous avez parlé dans le reportage. Vous parlez de la proportion de femmes. Parce que finalement, on n'a vu que des hommes dans ce reportage. Est-ce qu'il y a des femmes qui se sont inscrites à cet atelier? Alors, il y a des femmes. De manière générale, les chiffres qu'on a montrent qu'il y aurait à peu près un quart de femmes pour 3/4 d'hommes à l'échelle nationale. Dans cet atelier, on est sur un tiers de femmes pour 2 tiers d'hommes à peu près. D'accord, mais elles sont quand même présentes. Elles sont quand même présentes, elles réparent leur vélo, elles font du vélo, et c'est pas une discipline uniquement genrée et masculine, voilà, comme l'imaginaire pourrait le laisser. Comme on l'imagine, oui. Et l'avenir de cet atelier, quel est-il? Il va essayer déjà de se développer, donc comme le reportage commence à l'esquisser, ils aimeraient un autre local plus grand, parce que là, la demande étant toujours croissante, les murs ne s'élargissent pas pour autant, donc ils aimeraient bouger dans des locaux plus grands, et puis faire des petits aussi sur l'île, inspirer d'autres initiatives, voilà, pour motiver ce type de pratique, le vélo et d'initiative. Eh bien, on l'espère. Merci beaucoup, Gary, Merci d'avoir répondu à nos questions. La vie étudiante, ce n'est pas seulement que faire la fête. Et les participants de du concours Lille&You, vont vous le montrer dans ce reportage signé Théo Palude et Nicolas Lefebvre. Les locaux de l'Université catholique de Lille que le projet Lille&You va voir le jour. Destiné aux étudiants lillois, ils comptent bien mettre en avant leur quotidien au travers de vidéos. On travaille sur un projet de concours vidéo en partenariat avec la mairie de Lille. Et il s'agit pour les étudiants de montrer leur vie étudiante, les différents aspects de leur vie étudiante, et donc de monter des vidéos de 2 minutes maximum pour participer au concours. D'où vient cette initiative? Donc en fait l'idée a été proposée par l'élu de la mairie de quartier de Vauban, qui voulait en fait qu'il y ait une autre vision des étudiants et d'instaurer vraiment une relation entre les étudiants et les habitants du quartier. Et donc en fait ce concours permet en fait aux étudiants de montrer une autre vision que le côté festif ou études, mais aussi le côté associatif qui existe énormément, toutes les actions solidaires qu'il y a dans le quartier. Et donc voilà, donc ils ont choisi l'Université catholique comme pilote pour le projet. Comment participer au concours? Pour participer au concours, il faut remplir le formulaire d'inscription, signer le règlement. On peut participer seul ou en équipe. On a prévu 6 personnes maximum, mais c'est possible d'étendre. Il y aura un jury qui délibérera pour choisir les lauréats au sein de l'administration de la Cato et des membres de la ville de Lille. Mais après, oui, les étudiants de la Cato peuvent participer au concours. Un projet réalisé uniquement pour les étudiants du quartier Vauban? C'est un projet test. Le but, donc là c'est vraiment le quartier Vauban, mais le but en fait c'est qu'après ça se répande vraiment sur tout Lille. Nous pourquoi on a appelé hashtag Lille&You. Donc c'est aussi pour le futur en fait pour que même les étudiants de Villeneuve d'Ascq à Lille 3 puissent l'utiliser et qu'on voit vraiment en fait sur toute l'île métropole comment ça se passe entre les étudiants et les habitants. Quels sont vos autres projets? Non, on a d'autres missions en cours. Le FIE, qui est le Fonds d'initiative étudiant, qui permet aux associations de demander une somme auprès de la Fondation de l'Université catholique. Donc là, c'est valable les candidatures sont valables jusque le 22 janvier. Ensuite, on organise aussi la Journée de la paix, qui sera le 20 avril. On travaille également sur un projet de campus sans tabac, donc le nom est à redéfinir, mais il s'agirait d'instaurer des espaces fumeurs sur le campus pour pouvoir respecter chacun, que les non-fumeurs ne soient pas envahis par la fumée de cigarettes aux entrées des bâtiments. Et, donc voilà, on travaille sur ça aussi. Oui, je me suis inscrit à ça.
Théo vient de me rejoindre pour parler du projet. Bonjour Théo. Bonjour Chloé. Alors Théo, pouvez-vous nous redéfinir un peu le projet, si on n'a pas très bien compris, redéfinissez-le. Alors en quelques mots, ce projet a pour but de faire ressortir la vie étudiante des étudiants du quartier Vauban, et ça se fait à travers des vidéos qu'ils auront créées eux-mêmes. Donc ça peut être sous forme de documentaire, ça peut être sous forme d'animation. Vraiment, la possibilité est très très large, et du coup c'est un concours où les étudiants vont présenter leurs vidéos. Il y a un jury qui sera constitué soit de professionnels, soit de membres de l'Université catholique de Lille, qui vont juger quel est le film, la vidéo la mieux réalisée, et à la suite de ça, il y aura une remise de prix l'année prochaine. Et donc ce concours, c'est une première finalement sur l'île. Est-ce qu'il est amené à se développer? Alors justement, on l'a vu dans le reportage, ils souhaiteraient l'étendre. Pour l'instant, c'est réservé exclusivement au quartier Vauban, et ils voudraient l'étendre à toutes les universités de la métropole lilloise, écoles aussi, grandes écoles. Donc faire ressortir les vies étudiantes de toutes les différentes zones de la métropole lilloise. Donc finalement, Lille est une phase test. Voilà, exactement. Et c'est surtout l'Université catholique de Lille qui est la phase test, puisque c'est eux qui sont en charge du projet, du pilote. Et si ça marche bien, ils vont essayer de l'étendre au reste de la métropole lilloise. Et les gagnants? Qu'est-ce qu'ils remportent? Alors justement, les gagnants, on l'a pas dit dans le reportage, les gagnants, le prix est encore en pourparlers. Soit ça sera 2000 € de prix qui seront donnés aux gagnants, soit ce seront des lots d'une valeur de 2000 €. Donc voilà, il y a encore des discussions sur les récompenses, mais du moins ça serait des récompenses assez conséquentes. Donc vous souhaitez bonne chance aux participants de ce concours. Et en plus de ça, ils ont l'opportunité de donner leur réalisation jusqu'au 20 avril. Donc on peut encore s'y inscrire? Voilà, ça vient d'être lancé. D'accord. Ils viennent de lancer le projet, donc il y a jusqu'au 20 avril pour donner ces vidéos, et que du coup le meilleur gagne. Avis à ceux qui voudraient donner leur avis. Merci beaucoup Théo. Merci Chloé. Les résolutions de 2018, certains en prennent, certains les laissent un peu de côté. Il paraît que cette année, c'est le sport qui est le grand gagnant niveau top résolution, et on va voir ça tout de suite avec Rachel, Justine et Charlotte. Je me suis inscrit à la salle de sport. Oui, j'y suis déjà allé, et non, j'y suis pas allé beaucoup. Nouvelle année rime souvent avec nouvelle résolution, et pour beaucoup, le sport serait l'une d'entre elles. J'aimerais faire plus de sport, parce que là, faire 2 fois du sport par mois, c'est pas vraiment faire du sport. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est voilà, quoi, vite fait, c'est un petit appoint. Chaque année, tu te dis ça, et puis finalement, entre les bonnes volontés et puis les actes, voilà. C'était vraiment plus pour entretenir une activité physique. Et finalement, entre le temps et les envies, y a pas forcément, tout va pas forcément ensemble, quoi. Pour trouver la motivation, certains n'hésitent pas à faire appel à un coach personnel. Je pense que les pratiquants, ils m'appellent en arrière-pensée, il y a ce côté bonne résolution. Après, c'est vraiment des besoins bien particuliers, et ça répond vraiment à leurs demandes et leurs objectifs qu'ils ont en tête. Il y a ce type de personnes qui n'ont pas fait de sport pendant plus de 10 ans et qui ont vraiment ce besoin de se remettre en forme, qui ont aussi un souci de bien-être. Donc il n'y a pas forcément des objectifs très précis. Après, il y a des personnes qui me contactent et qui ont déjà une activité sportive, qui n'ont pas forcément un suivi et qui sont à la recherche vraiment de choses un peu plus pointues. J'ai un petit fit test que je réalise avec eux. C'est un circuit de 3 exercices que je propose. Donc c'est un travail sur le squat, donc c'est une flexion de jambes, un travail de pompe et du gainage. Il ne reste plus qu'à laisser passer 348 jours pour voir si ces bonnes résolutions seront tenues jusqu'en 2019. Justine m'a rejoint sur le plateau pour parler bonnes résolutions, et Charlotte est là également. Elle nous parlera tout à l'heure de l'agenda culturel. Alors Justine, pourquoi le sport est-il la résolution de l'année 2018 ? Pas que 2018 du coup, parce que le sport est la résolution la plus prisée en général par un peu tout le monde. Donc pourquoi ? Eh bien parce qu'on arrive juste après les fêtes de fin d'année, justement, il faut perdre les petits kilos. Donc justement, je me suis appuyée sur on a choisi ce sujet parce que Toluna avait sorti une étude sur ça, et il y a 35% donc des hommes, la plupart du temps c'est les hommes qui veulent juste se remettre au sport, et 38% des femmes qui veulent maigrir justement après les fêtes de cette fin d'année. Et donc du coup, c'est vrai que les salles de sport, les coachs sportifs et tout ça sont très prisés à ce moment-là de l'année. Mais est-ce qu'il y a un changement réel ? Est-ce que les gens qui prennent cette résolution la prennent vraiment, ou est-ce qu'ils laissent tomber au bout d'1 à 2 semaines ? Alors en général, ils la prennent vraiment en début janvier. Après, au bout d'un mois, c'est vrai que les salles commencent
À se vider. À se vider, exactement. Voilà. On parlait avec des amateurs de sport, justement, et les 2 mois les plus prisés de l'année sont la rentrée en septembre et du coup janvier pour les résolutions de l'année. Mais en général, ils disent après 1 mois, tout va mieux, ils respirent dans leur salle, beaucoup de monde partent et du coup... Donc finalement, il y a des moments propices pour prendre des résolutions apparemment. D'accord. Et vous, Justine, est-ce que vous avez pris cette bonne résolution de faire du sport? Alors, Adrien, dans le reportage qu'on a vu, qui est passé au début, a dit une phrase pertinente. Il a dit « Parfois, le temps et l'envie ne matchent pas forcément. » Cette année, je me suis dit « Dans tous les cas, je sais que je ne vais pas le tenir. Donc, j'aurais fait comme la plupart des gens, comme un quart de la population, j'aurais arrêté au bout d'1 mois, donc je me suis dit autant ne pas en prendre cette année. » D'accord, donc le sport et vous, ça ne matche pas? Ça ne matche pas. Merci beaucoup Justine d'avoir répondu à notre question, enfin nos questions, il n'y en avait pas qu'une. Et Charlotte, nous allons passer à vous pour l'agenda culturel. Passons à l'agenda. Avec un week-end assez chargé, il y a la nuit de la lecture qui commence demain, sa 2e édition. C'est une manifestation gratuite, il y a de nombreuses activités dans toute la région. À Lille, par exemple, il y a le Furet du Nord qui propose un tournoi des mots avec des improvisations littéraires autour d'Agatha Christie. C'est sympa. Le gagnant aura le droit à aller à la finale à Paris. C'est parrainé par Yael Fay. Il y a la lecture album jeunesse en anglais au collège Boris Vian. Ça, c'est pour les enfants jusqu'à 15 ans, pour apprendre un petit peu à lire en anglais, des choses comme ça. Tous un cours, en fait, vu que c'est au collège, il y a des professeurs d'anglais. Il y a une vente dédicace à Lambersart, la médiathèque avec Adrien Pouchet, donc qui va vendre ses livres, qui peut dédicacer, qui va avoir des conversations avec les gens présents s'ils souhaitent avoir plus de détails sur le livre et sur la vie d'un écrivain. Toutes les informations sont sur le site de la nuit de la lecture et toutes les informations sont sur toute la région. Il n'y a qu'à cliquer et on trouve toute la liste des informations. Demain, toujours de 14h à 20h à la gare Saint-Sauveur, il y a le 2e festival de Globetrotter. Il y a une projection sur des films sur différents pays comme la Nouvelle-Zélande, le Canada ou encore des traversées des Andes au Pacifique. Faut s'inscrire pour y aller et les films ont lieu toute l'après-midi. C'est en continu en fait. Dès qu'un film s'arrête, un film recommence. On peut permettre à tous de voir tous les films. Est-ce que vous avez vu la liste de films déjà? J'ai vu qu'elle fait la liste des films, comme je viens de dire, c'est des films en fait, des reportages sur des gens qui sont allés dans les pays. Donc il y a le Canada, la Nouvelle-Zélande, il y a les traversées aussi. Il y a un film, c'est Au cours de l'eau. C'est des personnes qui suivent en fait un fleuve pour traverser les pays. Ça a l'air pas mal. Et surtout, Justine revient d'Erasmus. Je pense que Globetrotter, ça peut complètement vous intéresser. Et c'est la 2e édition, du coup, c'est-à-dire que le premier a bien marché. Oui. Le 20 janvier, toujours, à 15h, à la médiathèque de la Madeleine, il y a une projection d'un film d'animation japonais, Kimi no Na wa, sorti en 2017. Vous parlez très bien japonais. Très bien japonais, ne me demandez pas la traduction, je ne la connais pas. C'est gratuit, il faut réserver parce qu'il y a un nombre de places limité. Et tout au long de l'année, la médiathèque de la Madeleine propose différents films. On se rend directement à la médiathèque et on connaît la liste des films qui sont diffusés. Et c'est toute l'année, c'est gratuit. D'accord. Et jusqu'au 23 janvier, un film toujours, l'UGC propose une sélection de 23 films à voir à prix réduit, donc c'est 3,50 €. Donc d'habitude, c'est autour de 8 €, là on est à 3,50 €. Pour tout le monde ? Pour tout le monde. D'accord. Donc pas forcément pour les étudiants Non, c'est un prix unique et il propose 23 films incontournables de 2017, comme La La Land, Valérian, Dunkerque ou encore Blade Runner 2089. Les films sont diffusés 1 à 2 fois maximum, c'est jusqu'au 23 janvier, donc tout le week-end. La liste est sur l'UGC, on peut voir à quelle heure le film est diffusé et y aller. Il faut y aller vite. Hein. Et c'est aussi le dernier week-end pour la rétrospective de Millet aux Beaux-Arts. Une nocturne est prévue de 18h à 21h le 22 janvier, c'est gratuit. Contrairement aux rétrospectives de ce week-end, la nocturne est gratuite. C'est de 18h à 21h et c'est la limite des places disponibles. Est-ce que ça vous a donné envie toutes les deux d'aller peut-être plus au cinéma? Plus au cinéma? Plus au cinéma. Alors personnellement, le Globetrotter, moi, le festival, là, a l'air pas mal. Bah écoutez, vous nous en ferez des retours de ces événements. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau présenter ces fameux événements. C'est la fin du magazine T'as vu, mais nous nous retrouvons la semaine prochaine à midi, si nous sommes bien évidemment à l'heure, et nous serons toujours à l'heure. C'est la semaine prochaine. Bon après-midi à vous.